Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 170. Et dans cette chronique, je vais essayer encore et encore et encore une fois d'expliquer, car ça sera sans fin ma foi, parce que la théorie est tellement évolutive, elle a tellement de recoins, je dirais, non expliqués et interprétables. Alors, cette chronique s'intitulera Marxisme culturel, freudo-marxisme ou en réalité libertarisme. Alors tout d'abord, en avant-propos, je récuse cette expression de marxisme culturel après mûre réflexion et je vais même aller plus loin. Permettez-moi, bien entendu, de prendre des libertés avec la langue de Molière, mais j'appellerai en cas d'espèce aujourd'hui dans cette société marchande et dont le citoyen n'est plus qu'un client, de marxisme cucu. Alors, il faut savoir que en France, celui qui a le plus parlé de marxisme culturel, ou on pourrait même, je dirais, définir comme étant l'inventeur du terme, il s'agit bien entendu, vous l'aurez reconnu, Henri de Lesquen, pour désigner finalement je ne sais trop quoi dans une société décadente. Alors, il faut savoir tout d'abord que l'école de Francfort, puisque c'est à elle qu'on attribue, entre guillemets, le freudo-marxisme, même si, effectivement, ils ne se sont pas prétendus de la sorte, ou certains lui attribuent la paternité de marxisme, entre guillemets, culturel, né tout d'abord, quand on a la lumière des textes des fondateurs, cette école n'est pas une école marxiste au sens premier du terme. C'est une école post-marxiste, qui d'ailleurs a donné beaucoup de néoconservateurs, je tiens à le préciser. L'école de Francfort est un mélange de bric-à-brac, de culture freudienne, libertaire, et c'est particulier car les marxiens ou les marxistes, entre guillemets, pur jus, ou ayant associé également le léninisme, je dirais, n'ont jamais reconnu cette école comme étant faisant partie de l'école marxiste. Alors, je dois souligner néanmoins que cette école est très importante pour comprendre un petit peu la défaillance culturelle et morale d'un Occident de plus en plus décadent. Et surtout comprendre, je dirais, un certain dynamisme culturel sur notre continent et également aux États-Unis. Alors il y a une postérité culturelle qu'il faudrait revisiter. Cette école, je dirais, a justifié le concept libéral-libertaire, tant critiqué par Kluskar, puisqu'il est lui-même à l'initiative de ce concept dénoncé, le libéralisme libertaire. Et ce que je voudrais encore insister, encore moins valider par les marxistes. Puisqu'aujourd'hui, ceux qui font la liaison et le pont avec la doxa de l'idéologie américaine contemporaine, car il y a énormément de passerelles et de compatibilité entre un Cohn-Bendit, un Friedman et un Rubard. Donc je m'explique. En fait, l'école de Francfort, c'est l'école du libertarisme culturel. Le terme serait plutôt approprié et moins impropre. Pour en expliquer, on libère les gens. Elle considère que l'homme est une réalité biologique qui a des besoins, mais qui est fondamentalement opprimé par un ordre social. Je dirais même exprimant les besoins au fond du fond. On se libère par rapport à l'ordre social. Nous sommes toujours dans la libération par rapport à l'ordre social, et on ne
pose jamais la question à savoir quel ordre social qu'on aimerait reconstruire. Alors voilà pourquoi les vrais marxistes ne pouvaient pas être pour l'école de Francfort, c'est que cette même école a prospéré en Occident. Elle s'est développée sur notre continent parce que ce dernier est capitaliste. Et donc, je dirais, la volonté d'aller plus loin dans les libérations de ce qu'on pourrait définir, et ce que j'ai inventé, de la révolution permanente à la libération perpétuelle. Alors, de la révolution permanente, qu'on pourrait effectivement nommer à la source de trotskisme, à la libération perpétuelle, qu'on pourrait considérer de libéral et capitaliste, puisque libérer le marché à tous azimuts, abattre l'État, les lois, les règles, afin de garantir effectivement plus de prospérité marchande pour celui qui a accompli des actes de commerce. Alors, tout doit être libéré, et tout libère. Cela peut être assimilé, comme je viens de le dire, au trotskisme culturel, que l'on retrouve par exemple chez Mediapart, pour ceux qui connaissent ce média. Également la nouvelle doxa du Parti socialiste, comme par exemple Henri Weber, ou dans certains médias comme Laurent Mauduis de Libération. Alors le trotskisme culturel défend le plus de liberté que l'on va conquérir à travers la lutte du prolétariat qui va renverser effectivement les oppresseurs dans un premier temps quand il reste encore trotskiste, ce qu'on appelle les oppresseurs bourgeois. Et le jour où le prolétariat n'est plus une cause et que, ma foi, il a pu se montrer aussi oppressif par une certaine forme de bureaucratie, alors on y choisit le libéralisme et on combat effectivement cette classe ouvrière et on renie finalement, au fond, le premier message de ce que j'appelle le marxisme. C'est une des raisons pourquoi la finalité du marxisme culturel, en fait, détruit le marxisme par le choix, effectivement, d'une libéralisation, d'une liberté devenant une libéralité, voire un libéralisme. Bref, le trotskisme culturel a pour essence plus de liberté bien entendu pour les femmes, plus de liberté pour les homosexuels, plus de liberté pour les enfants, plus de liberté pour n'importe qui, n'importe quoi. Bien entendu, cela se traduit par le fait que l'enfant devient un adulte étant né, une femme n'a absolument plus de contraintes, et les homosexuels peuvent devenir un modèle de société. Alors, tout le monde est de plus en plus libre, et cette liberté, finalement, qui est chimérique, qui est finalement un concept, devient parfois une prison pour l'ensemble de ceux qui n'ont pas les moyens de l'obtenir. Alors, finalement, tout ça résulte à un concept très élaboré qui, finalement, a pour finalité plus de liberté pour le capital et plus de liberté pour le marché. Puisque de toute manière, l'économie libérale permet plus de liberté, plus pour l'économie libérale, dans le cadre de la liberté individuelle des anarchos, par exemple, capitalistes aujourd'hui, de l'école de Palo Alto, des néoconservateurs, de l'école de Chicago, des libéraux de tout acabit, à la culture du cool, ayant des accointances bien entendu, ou voire même des convergences les uns les autres. Alors la convergence des capitalistes de droite qui maintiennent, je dirais, la propriété en laissant tomber le concept de famille, l'ordre social et la justice, et convergent avec la postérité de l'école de Francfort donnant de nouveaux concepts comme l'anarcho-libéralisme qui, cette fois, je dirais, provient de la Californie, puisque aujourd'hui
ce sont les hautes technologies qui donnent le ton, et qui n'est, ma foi, effectivement, pas la doctrine de l'école de Francfort, mais converge avec les héritiers de cette même école. La nouvelle Dexa de la gauche, que j'appelle la gauche traître, et donc je laisse l'économie libérale s'organiser, mais j'essaye d'humaniser le marché, l'économie libérale, en donnant plus de droits aux dominés. Alors les dominés, ce sont qui? Par exemple, comme le prolétariat qui est au chômage, il est écarté. Bon. Alors, on sait pertinemment que ce prolétariat qui est au chômage, d'une manière générale, c'est une classe motrice. Les dominos sont en définitive les femmes, les homos, les artistes. Bref, tous ces gens-là, et tout cela est une véritable escroquerie. Puisque, je m'explique, dans le marxisme, on supprime les structures oppressives. Or, dans ce cas d'espèce, la rébellion n'est que culturelle, et donc conserve, voire même se nourrit des structures oppressives. Surtout, ne pas changer la société. En finalité, nous conservons une société oppressive et une contestation, je dirais, permanente, permettant à cette première de jouer son rôle. Faisons la différence entre le freudo-marxisme et le marxisme lui-même. Pour synthétiser, le marxisme a vu l'humanité brimée par l'ordre propriétaire et essentiellement par cet ordre qui s'induisait comme propriété du capital et contraint sur le travail salarié, propriété du capital, qui se traduit par propriété familiale comme héritage. Comme maintien de la bourgeoisie, donc la famille était oppressive. Ce qui, bien entendu, en découle, à contrario de Freud, qui y intègre comme concept, enfin l'école de Francfort y intègre, puisque Freud de toute manière n'a pas fait de politique, y intègre comme concept où le malheur de l'homme face aux brimades de la société, bridant les pulsions sexuelles et que les pulsions sexuelles sont canalisées par la famille. Ce que n'a pas explicité Freud, mais qu'ont prétendu l'école de Francfort. Néanmoins, c'est ce qu'il fallait libérer, sexuelle et sexuellement, en se pesant sur la postérité freudienne, ce qui n'était pas la parole de Freud, car Freud a dénoncé les difficultés sexuelles derrière beaucoup de maladies mentales. Au fond, il restait un conservateur, car il martelait, d'une manière générale, le concept d'amour et de travail. Freud ne s'est jamais mêlé de politique, ça il faut bien le comprendre. Son étude fut surtout concentrée sur la névrose et les névrosés, polluant la société d'une manière générale, et essayant d'apporter un concept psychanalytique afin de les soigner. J'ajouterais une chose essentielle, c'est que l'URSS, dans son temps, a condamné l'école de Francfort, et fermement. Elle-même, je dirais, école de Francfort, récupérée par les différentes boîtes à idées gravitant autour de la CIA, donc aux États-Unis, faisant finalement au fond le bonheur de certains think tanks. Alors pour finir, il faut comprendre que tous ces courants dissidents de gauche, entre guillemets, du marxisme, ont été entretenus pour cogner sur l'URSS. En définitive, si je peux me permettre l'expression, ils sont devenus involontairement des agents américains. N'en déplaise à certains, prenons l'exemple, et c'est un exemple qui aujourd'hui pour moi est récurrent, puisque c'est une haute personnalité, un homme d'influence. Prenons l'exemple de George Friedman, qui a commencé à l'école de Francfort et qui, ayant terminé à la CIA, fondateur par exemple de Stratford. Son premier livre fut un commentaire de l'école de Francfort. La plupart des ouvrages que je possède aujourd'hui font l'éloge effectivement de l'ultralibéralisme, du, je dirais, libre marché et de la destruction des États et finalement au fond le besoin de s'enrichir. Alors, il faut bien comprendre que l'école de Francfort est, je dirais, naturellement opposée au marxisme et encore plus
au lénino-marxisme. Donc voilà, c'est une petite synthèse, j'en ferai d'autres parce que je ne veux pas non plus aller trop dans la théorie pour ne pas, je dirais, être obscur et puis à la fin de n'intéresser personne. Mais il faut bien comprendre ce concept qui aujourd'hui est aussi bien, pour une fois, fait la synthèse entre la droite de la finance et la gauche, effectivement, d'une certaine forme de morale, si tant est qu'on puisse parler de morale. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.